Bonjour à tous, amis de Radio Courtoisie, comme tous les samedis, le libre journal des controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker du libre journal de géopoétique profonde. Nicolas qui, comme toujours, trouve ses invités. Je ne sais pas comment il fait pour trouver autant d'invités et de personnalités différentes. Bien entendu, je salue la technique ici présente qui est là toute la matinée de ce samedi. On a une technique aux oignons et bien sûr, je salue Patrice, l'homme à la belle écriture. Il est là pour prendre vos questions, vos commentaires. Je sais qu'aujourd'hui, ils seront excessivement nombreux. Aujourd'hui, on va parler un peu politique, on va parler patriotisme, on va parler peut-être des municipales aussi à venir, de Jean-Marie Le Pen, bien entendu, qui nous a quittés. Et je reçois pour cela Diadier Savané. Je prononce bien ? Alors ça se dit Diadier. Diadier Ça Savane. s'écrit comme ça avec des i, mais ça se prononce Diadier. Diadier Savane, qui est candidat au municipal de Montargis et qui a Jean-Marie Le Pen sur son iPhone. Ouais, absolument, absolument. Je me suis trouvé donc face à Jean-Marie en 2021. C'était lors des quenelles d'or chez notre ami Chocolat, chez lequel on s'est rencontrés le 21 juin dernier. Donc, je suis un gars de cette France. Justement, nous on s'est vu au Quenelle d'Or, et puis on a discuté, puis, parce que l'objectif aussi de ces émissions de Radio Courtoisie, c'est aussi de faire connaître de nouvelles personnalités, voilà, qui peuvent être intéressantes et qui ont des choses à dire. L'entre-soi, ça va, c'est bien, mais il faut ouvrir. Et donc avec Diadier, voilà, on s'est parlé, on a discuté, et j'avais appris, j'ai vu qu'on avait pas mal d'acquaintances, dont des acquaintances politiques. Alors, on est à la radio, donc les gens ne nous voient pas. Toi, tu es... Enfin, vous, parce que je sais que on est à Radio Courtoisie, donc il faut être courtois. Donc vous, cher Diadier, vous êtes d'origine malienne. En France... Évidemment, lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle la diversité, il faut évidemment les caser à gauche, hein, parce que c'est ça la bien-pensance, c'est ça le système. Comment se fait-il que vous, justement, vous avez refusé cela ? Alors, je pense que dû à ma génération, on est les premiers à s'être essayés à Internet. Et non, je vais plutôt commencer par le commencement. Je suis un fan de Dieudonné à la base. Et disons que dans le début des années 2000, notre ami est devenu pestiféré. Donc je commençais à entendre des choses du style Dieudonné il est raciste, il a tourné raciste. Donc je me suis un petit peu interrogé comment un fils de Camerounais métis avec une mère bretonne a pu tourner raciste, antisémite, après 10 ans de carrière avec Elie Semoun. Et donc, du coup, son aventure m'a un petit peu percuté. Et avec quelques amis, on s'est rapproché un petit peu de tout ce qui était système autour d'égalité et réconciliation. Et j'ai fait la sécurité une fois au théâtre de la Main d'Or, des choses comme ça. On allait voir tous les spectacles de Dieudo, on se fendait bien à la poire. Et puis, quand il a rencontré Le Pen au BBR, avec plusieurs amis, on était étonnés au début, c'est vrai, parce que Jean-Marie, c'était quand même notre loup, c'était notre diable. Là, nous, toute notre jeunesse, on a rappé contre lui, on l'a insulté. On a fait même beaucoup d'autres choses qui ont, malgré nous, noirci le cœur des Français de souche. Bon, aujourd'hui, on travaille, on fait en sorte d'inverser la tendance. Et donc, du coup, on a fait comme Dieudo, on a éteint notre estomac, on a allumé notre cerveau, et on a décidé de ne plus écouter ce que les médias nous disaient, ce qu'on nous avait inculqué. On a été lire et chercher un peu, nous renseigner un petit peu sur sa vie. Et comme Dieudo, il a fallu arriver à la réalité et constater que c'était un résistant, c'était quelqu'un avec lequel on n'est peut-être pas d'accord sur tout. Il a sa façon de voir aussi, il a une origine aussi, mais
on a constaté que c'était vraiment un guerrier. Et dans notre culture, moi je suis malien d'origine, et le Mali c'est un grand empire, et on aime les guerriers, on aime les gars qui en ont. Et donc du coup, quand on a vu que Le Pen c'était un gars avec une trempe vraiment vraiment assumée, quelque part quand on l'a rencontré, on a vu en lui le guerrier, et on s'est vu dedans quelque part. Voilà. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen, il a par exemple démissionné de l'Assemblée nationale en tant que député à l'époque des années 50 Ouais. pour aller faire la guerre d'Algérie. Ouais. C'est pas Gabriel Attal qui ferait ça. Effectivement, c'est quelqu'un qui a mis sa peau au bout du fusil. Et donc moi, j'ai grandi avec pas mal de gens d'origine algérienne. Et quand j'entendais parler de Le Pen, son œil, tout ça, j'ai même des images où je me baladais avec des amis. Bon, je vais pas dire les noms, mais ils se reconnaîtront. Des gens qui nous expliquaient quand on était tout petit, quand on se baladait, que Le Pen il a perdu son œil en Algérie, il a fait ceci, cela. Et plus tard, on a grandi, on s'est renseigné, et finalement, on a compris que c'était pas du tout vrai. Et d'ailleurs, il a perdu son œil en protégeant un Français d'origine algérienne. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et voilà. Mais c'est vrai que Jean-Marie Le Pen, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et sa perte, ça a été comme une perte d'une forme d'histoire de France. On voyait en lui, il représentait l'histoire de France, voilà. Ce qui n'est pas le cas avec la nouvelle génération, où on a l'impression qu'il représente rien en fait. Ouais. Alors, c'est une question de culture. Je pense qu'il va falloir laisser un petit peu de temps, et les gens vont commencer à se renseigner, à lire sur lui. Comme le diable est parti, voilà, ça va faire baisser un petit peu la pression. Je le remarque aussi dans mon entourage, hein. Je vois des gens qui me disent pareil, ils me disent ouais, il y a 2-3 ans, je pensais pas ça, mais quand j'ai lu ça, ça et ça, et oui, effectivement. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les gens commencent à ouvrir les yeux, à se dire ah, peut-être qu'on nous a menti sur certaines choses, j'avais des idées arrêtées. Bah, ils constatent en fait que ils ont les mêmes valeurs. Nous, en tant que musulmans, ça paraît pas, mais on n'est pas des gens de gauche à la base. On est plutôt des gens de la transcendance. Donc, on serait comme les catholiques en France. Oui, mais alors comment expliquer que, par exemple, il y avait un sondage en 2012 qui était sorti, où qui disait que 93% des musulmans de France avaient voté François Hollande. Ouais, c'est le travail d'SOS Racisme, Julien Drey et tous ses amis. C'est le boulot qu'ils ont fait pendant des années. Donc la récupération de la marche des beurs. Et bon, après, le réveil a été brutal. Les années 2000... l'intifada en Palestine, et ensuite quand on a vu que les chefs ils allaient dans l'autre sens, bah, au début on était de gauche, donc on était toujours pour ceux qui lançaient des pierres contre ceux qui avaient des fusils mitrailleurs. Et là, à ce moment-là, on a compris que voilà. Et justement, qu'est-ce qui fait que vous étiez de gauche? C'est essentiellement le socialisme à la Mitterrand, tout ça. Ouais, qu'est-ce qui fait voilà, qu'à l'époque vous étiez de gauche, et en fin de compte vous êtes dit non mais je suis pas de gauche, en réalité je suis de droite? Alors, je dis qu'on est de droite, mais en vérité, on est de la droite des valeurs, et la gauche, la droite des valeurs, la gauche du travail. En fait, on est un petit peu comme Soral le dit, on est... D'accord. Voilà. Nos parents sont venus de villages assez pauvres. Ils sont arrivés en France dans les années 60, 70, 80. Et ils ont rencontré les Français de souche. Et... moi, mon père, il était visité souvent, donc il était communiste, il était avec la CGT, et il y a souvent des militants qui venaient à la maison pour lui lire le tract. Bon, mon père, c'était une armoire à glace, hein. Il était énorme, il savait ni lire ni écrire. Mais à chaque fois que les gars venaient à la maison, il lisait le tract, ou il le laissait, et mon père me faisait lire le tract, même s'il ne comprenait pas tout. Donc... il a rencontré des Français de souche, souvent des gens de gauche, des communistes, hein, des gens qui avaient le cœur à gauche. Ensuite, avec le temps, on a été trahi, la gauche a été trahie par ses élites. Hein, et donc, du coup, il y a beaucoup de Français de souche qui avaient le cœur à gauche, qui ont basculé, qui ont rejoint les idées de Jean-Marie.
Jean-Marie Le Pen, parce que il constatait bien qu'autour d'eux, il y avait un changement qui s'opérait et puis que c'était pas géré comme il fallait. Et voilà, on vient de la gauche pour ça. Maintenant, on a des valeurs. On aime bien que ça se passe bien, on aime la sécurité, malgré tout. Donc moi, je trouve ridicule que un Turc ou un Sénégalais, un Malien, un Algérien, il soit d'accord avec toutes les idées de Jean-Marie Le Pen quand ça concerne son pays d'origine, et que quand il arrive en France, il n'est plus d'accord. Voilà, pour moi, c'est une espèce d'hypocrisie. Et on est tous perdants de cette... Mais justement, comment se fait-il, tiens, par exemple, qu'un Malien puisse être d'accord avec les idées de Jean-Marie Le Pen au Mali, mais pas en France? Comment on l'explique, ça? Je pense que c'est peut-être un manque d'honnêteté, ou alors de l'ignorance tout simple. C'est de l'ignorance pour moi. Voilà, pour moi, la logique, c'est t'es en France, tu respectes les Français, tu respectes les autorités, tu respectes la police. Voilà. Comme tu fais quand tu rentres dans ton pays en vacances, et les jeunes le font très bien. Et puis, il faut pas oublier, il y a aussi une chose, c'est que la gauche républicaine, enfin moi, pour moi, gauche-droite, bon, ça veut aujourd'hui, en République, ça veut plus dire grand-chose, parce que en réalité, c'est la même chose, faut se dire les choses. La République, en elle-même, est viciée. La République, c'est... pour moi, c'est plutôt... On est révolutionnaire, c'est-à-dire on est favorable à la révolution, donc on est républicain, ou on est contre-révolutionnaire, un peu comme Maurras, vous voyez, contre-révolutionnaire. Et aujourd'hui, en réalité, on est gauche-droite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut démontrer aux gens, parce qu'on le voit, à l'Assemblée nationale, il y a la gauche, la droite, en tout cas institutionnelle, et en réalité, ils bouffent tous dans le même plat, quoi. Ce sont les deux bras du même corps. C'est ça, hein. Effectivement, ouais. Ouais. On essaie de sortir de cette illusion, et c'est ce que je vends, moi. Bon, je vends une utopie. Alors, on me somme de choisir mon camp. Pour des gens de gauche, des gens qui me connaissent, qui connaissent mon grand cœur, j'ose le dire. Hein. J'ai toujours aidé mon prochain, et peu importe d'où il venait. Et mais oui. on va parce que vous avez parlé de Soral, et de vos valeurs, c'est-à-dire comme égalité et réconciliation. Égalité et réconciliation, c'est la gauche, la gauche du travail, la droite des valeurs. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est quand même un mix qui est assez intéressant. Et je remarque que vous êtes plus jeune que moi, de moins 10 ans, vous avez quel âge? J'ai 47 ans. 47 ans? Ouais, ah non, pareil. Plus âgé que moi. Ça, c'est nous. Voilà, je pensais que tu étais plus jeune que moi. Mais non. On n'a peut-être pas des beaux cheveux, mais on a une peau souple. Voilà, donc... donc bref, on est de la même génération. Et j'ai remarqué que... et je vois surtout sur la génération des trentenaires, etc. Ils ont été bercés par Alain Soral. Et moi, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce que toute une génération a été bercée par Alain Soral, en tout cas sur Internet. Et parce que pour moi qui ne connaissais pas du tout Alain Soral, je ne le connaissais pas avant. Pour moi, Alain Soral, il était dans C'est mon choix ou chez comment il s'appelle, Thierry Ardisson. Et je ne connaissais pas ses écrits, je ne savais pas exactement qui il était. Mais je remarque que Alain Soral est rentré dans nombre de foyers, et beaucoup de gens, par exemple notre ami Greg Tabibian, il me dit voilà, ben moi j'ai commencé par Alain Soral et Dieudonné. Voilà, comment se fait-il que Alain Soral, comment expliquer qu'Alain Soral est aussi important dans l'internet français? Bah, je pense que c'est voilà, quand quelqu'un parle avec honnêteté et il prend des risques, il est reconnu souvent par des gens raisonnables. Et moi, je le vois, je fais ce travail au quotidien depuis 2005, 6, 7. Et je pense qu'il y a un gros risque. Et on pense qu'il y a un gros risque, on ne veut pas de guerre civile. On n'a aucun intérêt. Moi, j'ai des enfants métis, j'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait une guerre civile en France. Donc, quand tu as un mec comme Alain Soral qui t'explique que
on va pas choisir la porte de gauche ni de droite, mais qu'on va casser le mur du milieu et on va découvrir une porte qui est une porte dérobée et qu'on va sauver tout le monde comme ça, à condition que chacun fasse un effort de son côté. Ça sera dur pour tout le monde. Le Français de souche, ça sera compliqué pour lui, il faut qu'il prenne sur lui. Le Français de branche, il faut qu'il comprenne que il y a tout à perdre dans une guerre et on a tout à gagner à se comprendre, parce que on voit bien que pour des gens comme moi, l'Afrique commence à se développer. L'Afrique, elle est immense, hein. Il y a des ressources, il y a tout. Il y a nos cousins là-bas, il y a nos familles. Et on a tout à gagner à faire des ponts avec l'Afrique. Alors quand je parle de remigration à certaines personnes, ça fait un peu peur aux gens, mais je leur ai jamais dit que c'était une remigration forcée. On pourra jamais... Bon, qu'est-ce que vous dites sur la remigration? Alors ce que je dis sur la remigration, c'est que c'est une opportunité pour nous. Pour ma génération, c'est une opportunité. Si je monte une boîte entre la France, le Sénégal ou le Mali ou l'Algérie, j'ai des papiers français, je suis français. Donc je peux aller et venir. J'ai aucun risque. Non, c'est pas comme si on me virait. Donc, et puis c'est un bien pour moi aussi. J'ai plein de cousins qui arrivent chaque année du Mali et je vois leur vie en France et je parle avec eux. Les mecs qui ont 35, 40 ans, ils peuvent pas conduire une voiture parce qu'ils n'ont pas de permis. Leur mère, elle décède, ils peuvent pas retourner en Afrique la voir parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils ont traversé la Libye, et puis ils caillent, ils parlent pas la langue. Et ils nous disent, vous nous avez menti les gars. Quand vous êtes venus en vacances, vous avez fait croire que vous étiez à l'aise. Alors que nous, alors que moi concrètement, à chaque fois que je vais au village, je vois les cousins et je me dis, mais ils ont le temps, ils sont détendus quoi. Je me dis à un moment, c'est quand ils vont bosser les gars. Les gars, levez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, mais là on vient boire un thé, détends-toi. Par contre, eux maintenant, ils sont en France, c'est l'envers du décor. Ils me disent, vous êtes toute la journée, vous allez au boulot, la journée, la nuit, vous rentrez, vous regardez un film, vous vivez pas en fait. On se voit pas, il n'y a pas de rapports sociaux. Chacun est chez lui, va au travail et revient. Alors que nous, en Afrique, c'est vrai, effectivement, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait le temps de se voir. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on crée ce genre de pont avec l'Afrique, avec les moyens qu'on a, nous, en France. Je pense que c'est l'avenir. Une remigration voulue. Voilà, je pense que c'est ça. Ni forcée, et puis... si demain j'ai une entreprise qui fait travailler des gens en Afrique, qui permet à mes cousins de rester là-bas et que ça descend un peu la tension des Français de souche ici, on sera tous gagnants. D'accord. Donc il y a un volet aussi économique. Mais moi, je vais vous dire, Alain Soral, et il est encore évidemment attaqué. Moi, je vais dire, vous savez comment j'ai rencontré Alain Soral que je ne connaissais pas du tout, hein. Je le dis très sincèrement. Voilà, j'avais quelques bribes et je l'ai rencontré, je crois, il y a 2 ans chez le capitaine Juvin Brunet. Il organisait un colloque, j'animais ce colloque, il y avait, je crois, 750 personnes. Enfin voilà. Et il me dit, capitaine Juvin Brunet, il y a un invité mystère. Bon, ok. Et en fin de compte, au final, il m'a dit qui était l'invité mystère 15 minutes avant l'interview. Okay. Donc, j'avais rien préparé. J'y suis allé vraiment à l'impro. Et on a fait avec Alain Soral. Parce qu'il me dit oui, tiens, c'est Alain Soral, au fait. J'ai dit, ok, d'accord, merci. Merci, Gicano. Et je me suis dit, quand même, qu'est-ce que je dois faire? Et je me suis dit, non, ben, en fait, faut que je lui pose des questions parce que déjà c'est un défi et puis il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi je serais influencé par le système qui me dit que c'est un méchant. Et puis entre nous, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'avoir les idées qu'ils veulent. Et donc on a fait cette interview qui a excessivement bien marché, qui était très sympa, et je me suis dit quand même, mais ce gars-là en fait, il est quand même bon en fait, ce gars-là. Il est, c'est pas n'importe qui, hein. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que on brocarde ce type, qu'on veuille l'envoyer en prison? Il est censé dans ce qu'il raconte. Voilà. Et s'il y avait plus d'Alain Soral dans ce pays, peut-être que ça irait beaucoup. La France se porterait mieux. Et d'ailleurs, moi j'invite, s'il y a des journalistes qui m'écoutent, à ne pas avoir peur d'interviewer Alain Soral, parce que souvent les journalistes,
Parce que, vous savez, ce qui est arrivé lorsque j'ai interviewé Alain Soral, c'est que les gens m'ont dit « Waouh, t'as trop de courage, t'as invité Alain Soral et tous les mecs de la profession. Et en fin de compte, je n'ai pas, moi, été mis au banc. Je n'ai pas été blacklist. Enfin, pardon, on parle français. Comment on parle que français ici? Je n'ai pas été mis de côté. Une pièce dans le cochon, là-bas. Voilà, une pièce dans le cochon. Je n'ai pas été mis de côté ni rien. Et donc, n'ayez pas peur d'inviter des gens ultra transgressifs dont on dirait non, mais voilà, n'ayez pas peur de le faire. Invitez-les, interrogez-les, il ne vous arrivera rien. Bon, et en fait, après, je l'ai interviewé 2-3 fois. On a même organisé un débat entre lui et Divisio, qui était un gros carton. J'ai vu tout ça. Et je me dis, mais en réalité, en effet, voilà, plus d'Alain Soral en France. Ça, voilà, s'il y aurait eu, ça aurait marché. Et puis, je vais faire tout à l'heure un face caméra parce que j'ai encore appris que Alain Soral était encore poursuivi parce que soi-disant, il serait devenu maintenant un agent iranien. Enfin, on vit dans un pays où le système a complètement pété les plombs. Moi, j'ai rencontré Alain Soral, donc je pense à la première édition du bal des quenelles, donc c'était chez Dieudo. Et à l'époque, c'était pour t'expliquer, il y avait des gens de droite, des gens très très à droite, des gens de gauche, des mecs un peu, des salafistes, plein de gens de partout de Paris. Et la sécurité de Dieudonné, elle était composée de deux gars bien costauds, hein. Je me rappelle du black qui était là, il avait un bon coup de taureau. Et à l'époque, j'étais bien costaud aussi. J'étais pas dégueulasse. Et il y avait Marc Georges qui se baladait dans le coin. Et à un moment, les gars de la sécurité, quand les fils commencent à se toucher dans leur cerveau, ils se disent « Merde, c'est un gars du Front National, ça !» Et donc, ils commencent à essayer de s'en prendre à Marc Georges. Et du coup, je me suis interposé en leur expliquant « Mais non, les gars, ici, c'est la paix. On va essayer de faire la réconciliation entre nous. » Et là, j'ai été pris à partie par les gars. Bon, ils m'ont fait comprendre de te mêle pas de ça. Nous, on parle pas avec les mecs du FN, donc mets-toi sur le côté. Bon, ils m'ont pas sauté dessus parce qu'ils ont vu que voilà, j'étais quand même là. Mais pour dire voilà, c'est ça. J'ai toujours été dans des endroits où il y a de la réconciliation et je prends des coups de chaque côté. Mais je suis prêt à le faire. Mais est-ce que d'abord, parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait une forme d'animosité, de guerre, etc. en amont. Est-ce que déjà, il y en a une? Est-ce que déjà, voilà, entre les gens, les communautés, ou que sais-je, et est-ce qu'une réconciliation, s'il y en a une, est-ce qu'une réconciliation est possible? Alors, il y en a une. Alors, moi, j'ai travaillé 16 ans chez le plus gros bailleur du Loiret, et j'ai passé mon temps à désamorcer des crises. D'ailleurs, tous mes collègues m'appelaient à chaque fois qu'il y avait un truc, une bagarre entre un Turc, un Algérien, un Turc, un Français de souche. À chaque fois, on m'appelait, et je venais, je faisais descendre la tension. Et souvent, j'arrivais à faire rencontrer les gens et à la fin, ils comprenaient qu'ils avaient les mêmes intérêts et que le fils d'un tel, il devait arrêter de faire ça, l'autre, il devait arrêter de faire ça ou faire moins de bruit, tout ça. Et je passe mes journées vraiment à désamorcer de chaque côté. Je sens que la crise, elle est en train de monter. C'est en train de monter parce que l'immigration massive déjà d'un côté et puis, faut pas se cacher, CNews... I24 et tout ça, H24 en train d'expliquer que les musulmans sont en train de nous envahir et ceci, cela, ça fait mal au cœur aux Français de souche. Et en fait, on est en train d'être emmené dans un piège où c'est les gens d'en bas qui vont souffrir. Donc, j'essaye à mon niveau, hein, c'est très compliqué. Mais on peut désamorcer ces crises très facilement, dans le sens où je pense qu'une bonne partie des gens sont des gens raisonnables. Il suffit juste de leur dire qu'on les aime, qu'on ne les connaît pas, mais qu'on va faire l'effort de les rencontrer et de les connaître. Et ça fonctionne. Là, il y a 2-3 jours, j'étais chez un sympathisant du RN. Bon, j'étais en train de lui expliquer l'arnaque du RN par rapport à FN, c'est plus pareil, par rapport à 2014, bon bref. Et donc, il m'expliquait que, je vais m'armer, tout ça. Donc, je lui explique, tu vas t'armer, tu vas tirer sur un jeune. Et puis... tu vas en tuer un, après tu vas aller en prison, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se venger, on va rien gagner. Et puis un autre jour, je suis avec un ami à moi, donc un musulman, un musulman, un Français de branche comme je dis, et lui il me dit ouais, t'inquiète pas, nanana, non, c'est pas lui, il me disait autre chose.
C'est quand je rencontre des gens comme ça, des jeunes dans le quartier, ils me disent ouais, mais nous on a des calaches, on va pas se laisser faire. Bon, j'essaie de leur expliquer. Bon, les chasseurs, ils passent leur journée à tirer sur des perdrix qui passent à je sais pas combien et tout, et ils font mouche d'un coup. C'est pas toi avec ton truc dans le quartier qui marche à 2 à l'heure qui va pouvoir on s'en sortira pas par la guerre. On s'en sortira par des rendez-vous, des rencontres, et c'est ce que je veux créer. C'est pour ça que j'ai envie de prendre la mairie de Chalette, pour faire se rencontrer des gens, les faire discuter, et on brisera la glace. Mais est-ce que justement cette guerre civile, elle est par qui? Est-ce qu'elle est vraiment est-ce qu'elle est provoquée peut-être par le système? Et est-ce qu'elle est évitable? Alors, elle est provoquée, je pense, par le système, parce que le système sait qu'il a tout foutu en l'air. Macron, il nous a fait 1000 milliards de dettes en très peu de temps. On voit comment c'est géré au niveau politique. Et à un moment, il faut un bouc émissaire. Et ils vont essayer de s'en sortir par une guerre civile. Bon, nous, on va essayer de faire en sorte que la guerre civile n'arrive pas. Mais c'est possible que ça arrive. Et il faut des gens comme nous... Il faut des gens qui soient calmes, qui soient posés, qui aient les idées claires et qui aiment surtout leur prochain. Et j'aime mon prochain. Voilà. Je commence ma journée par la prière du matin, je vais à la mosquée. L'après-midi, je suis avec des chrétiens en train de parler d'œcuménisme. Je rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec la religion d'un côté. J'aime tout le monde. Moi, je suis un grand black, je fais 2 mètres. C'est les paroles du Christ, ouais, ça. Ouais, absolument. Aimez-vous les uns les autres. Ouais. C'est ça. Ça, c'est les sketchs de Dieudo sur le Christ. Je pense que ceux qui ne les connaissent pas devraient aller voir. Justement, j'ai interviewé quelques jours avant le bal des quenelles Dieudonné. Et là aussi, j'étais surpris parce que je ne connais pas très bien Dieudonné par son côté très sacré. Et son amour du Christ. Ouais. On a énormément... à la base, l'entretien devait avoir lieu sur autre chose. Ouais. Et en fin de compte, on a passé 1h30 quasiment à parler du Christ et de ce que le Christ représentait dans la vie du Dieudonné. Et puis, il faut se dire aussi une chose... si les gens sont, on va dire, tendus, si il peut se passer aussi, comme vous l'avez dit, une possible guerre civile, c'est parce que la République laïque essaie d'enlever toute forme de sacré et toute figure, telle le Christ par exemple, et prône justement le contraire de ce que le Christ prône. Il est très rare pour moi de rencontrer des gens de tendance RN qui me disent que voilà, ils veulent se venger ou qui sont prêts, ou voilà, qui soient pas des gens qui me disent aussi je crois pas en Dieu. Voilà. Et très souvent, je pense que c'est lié. Les gens qui croient en Dieu, ils ont un espoir pour l'après et ils pensent qu'ils ont un rendez-vous avec le boss. Donc, ils essayent de nettoyer un petit peu avant de partir. Voilà. C'est vrai que la République, ça a été une catastrophe pour la France. Je pense qu'ils ont réussi à neutraliser les chrétiens en grande partie. Donc, le « aimez-vous les uns les autres », ils l'ont effacé pour une bonne partie. Et nous, on n'a jamais de problème avec des gens qui sont croyants. Que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, on n'a de problème avec personne. Ceux qui aiment leur Seigneur estiment que leur Seigneur a créé toutes les personnes, et même les personnes qu'elles n'aiment pas, et donc du coup, elles doivent respecter ces personnes. Et c'est ce qu'on fait. Alors, j'ai des questions d'auditeurs qui affluent. Bonjour à vous et votre invité. Ma question porte sur le Mali et plus généralement l'Afrique. On entend que la production agricole en Afrique provient du travail des femmes. Est-ce vrai et pourquoi ? Alors, la production vient du travail des hommes et des femmes. Il y a certains travaux qui sont compliqués à réaliser, qui sont faits par les hommes. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est des petites mains, donc des dames avec des petites binettes, des petits outils comme ça. Effectivement, mais les femmes du Mali sont vraiment courageuses. Si on leur donnait l'économie, on n'aurait pas besoin de venir en France. Mais justement, le fait que, par exemple, le Mali, où il y a Tombouctou, cette merveille du monde qu'est Tombouctou, mais qui malheureusement est un pays pauvre, faut le dire. Qu'est-ce qui fait que le Mali, par exemple, est pauvre ? Est-ce que c'est parce que l'ancienne France-Afrique ? Est-ce que peut-être le climat ? Qu'est-ce qui fait que... Là, on va rentrer dans un coin tendu, en fait, parce que je suis vraiment au milieu de tout. Et
quand je suis en France, je suis patriote français. D'accord? Donc, je ne mettrai jamais tout ce qui a été fait par nos élites. Hein. De Gaulle, qui a été un grand bienfait pour la France, mais qui a été vraiment une catastrophe pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà, Focard, etc. Bon. Et donc, je ne mettrai jamais toutes ces choses-là sur le dos du Français de souche, qui n'a rien à voir. Du temps des colonies, lui, il était en France ou dans des champs où il était soumis à... Et puis même avant, je ne mettrais pas l'esclavage sur le dos du Français de souche. À cette époque, lui et son père, son grand-père, il était gueux, il était soumis à un seigneur féodal. Par contre, quand on parle de l'Afrique, là, par contre, je suis tendance Kémy Séba et je suis pour le... En fait, je veux qu'on se dise la vérité et dans tous les cas, la France-Afrique n'est pas terminée. Il y a toujours le franc CFA qui est en place. Nos élites en Afrique, c'est-à-dire que pratiquement tous les chefs de service, ça on le voit au Sénégal. Au Mali, il y a eu un petit nettoyage. Au Sénégal, c'est très compliqué. Même avec le nouveau, là, Alors, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils ont essayé de faire le boulot. Quand ils sont arrivés, le FMI leur a dit attendez les cocos, notre ancien copain, il a emprunté 7 milliards de dollars et donc vous avez une grosse dette. Donc, soit vous la fermez, soit vous payez cette dette. Et donc, du coup, ils ont choisi de la fermer. Ils ont calé. Ouais. Ils essayent de faire du travail quand même. Ouais. Mais j'ai reçu, moi, Kémy Séba plusieurs fois. J'ai reçu Nathalie Yamb aussi. Docteur Niamsi. J'ai reçu tous les panafricanistes. Et c'est vrai que... Le docteur Plouf. Pour le professeur Franklin Niamsi, ouais. Voilà. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est quelque chose à s'y intéresser, le panafricanisme. Parce que... et c'est là aussi l'avantage du métier de journaliste, c'est que nous, on interroge énormément de monde, et parfois on peut avoir des idées reçues et tout, et en fin de compte, on voit que c'est parce qu'on peut interroger tous ces gens que l'on voit en fait que, en réalité, contrairement à ce que veut nous faire croire le système, parce que le système veut nous faire croire que telle catégorie sociale, telle ethnie, telle personne de telle religion et tout, pense comme ça. Voilà. Alors qu'il y a différentes idéologies. D'ailleurs, j'invite les gens à voir ce que disent tous ces intellectuels de toutes ces branches. Auditrice, je lis vos commentaires, chers amis. Les hordes sauvages que nous avons vues sur les Champs-Élysées, nous ne les aimons pas. Et le grand emplacement que certains ont voulu finira par une apocalypse. Alors, ça, c'est aussi ce que... Alors peut-être qu'ils sont influencés aussi par les médias, mais bon, c'est pas totalement faux. Les émeutes ont existé. Oui, effectivement. Chère auditrice qui a posé cette question, salut fraternel déjà. Et faut savoir que ce sont nos enfants, c'est nos gamins, c'est nos petits frères. On les aime, mais on n'aime pas du tout la casse et ce qu'ils font. Et on peut pas non plus leur jeter toutes les responsabilités. C'est-à-dire que les autorités, elles savaient très bien ce qui allait se passer. Et ils n'ont pas mis les moyens nécessaires pour parer à ça. Et maintenant, moi, je fais un gros travail aussi sur ces jeunes. Et je leur explique qu'il faut arrêter de noircir le cœur des Français de souche. Il faut se réveiller. Et on a besoin de vous. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'au Mali, par exemple, il n'y a pas d'émeute ? Les autorités françaises, elles sont en grande partie responsables parce que ça permet de polariser la société. Ça permet de faire en sorte que certains vont voter d'un côté et d'autres de l'autre. Ça les maintient dans un système, donc ils continuent à avoir à gagner de l'argent sur ça. Moi, je suis au milieu. Donc, je suis au milieu d'une bagarre. Je prends des coups des deux côtés. Et j'explique aussi à nos gamins. Et c'est ce que je ferai si j'arrive à prendre la mairie de Chalette. Je ferai en sorte d'aller voir les gamins, de leur expliquer, voilà. Le policier, c'est pas quelqu'un de mauvais. Et pourquoi vous prenez des coups ? Parce que ça veut dire quoi ? Bon, alors, des deux côtés, très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez voir des jeunes ou des moins jeunes et que vous avez le discours que vous avez, ils vont vous dire quoi ? Ils vont vous dire ah non, vous racontez des bobards et tout. T'es un traître. Et puis ils me racontent des anecdotes sur ce que la police leur a fait et tout ça. Et donc je leur explique, sur 10 policiers, il n'y en a pas 10 mauvais.
C'est même loin de ça. Souvent, tu as des policiers qui luttent, qui essaient de se battre contre certains comportements de leurs collègues. Et je leur explique que pour toi, c'est pareil. Toi, tu es posé avec tes amis, vous êtes 4 ou 5, et je vous connais tous. Et je sais que parmi vous, il y en a 2 ou 3 qui sont des ordures. Et toi, quand je te vois, je te jette pas la responsabilité de ton collègue qui est assis à côté de toi, même si tu passes toute ta journée avec lui. Je te ferai pas payer pour les erreurs que lui il commet. Donc, fais pas la même chose avec la police. Et les gamins, ils ont besoin qu'on leur dise qu'on les aime. Ils ont vraiment besoin qu'on leur dise qu'on les aime. Mais... Et comme la police, je fais un travail aussi. À chaque fois que je rencontre des policiers, voilà, je leur parle, je leur parle de mon projet. Je leur explique que le jour où je prendrai la mairie de Chalette, je ferai rencontrer les policiers et les jeunes. En fait, je créerai des espaces de rencontre. Il faut qu'ils viennent dans la cité, il faut qu'ils fassent du sport avec nous. Il faut que... Voilà. Mais moi, je vais vous dire un truc. Moi, je le remarque. Moi, je le remarque de plus en plus. Et ça, que ce soit les blancs, les jeunes, les nouvelles générations, que ce soit les blancs, les noirs, les jeunes d'origine maghrébine, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que les gens, globalement, sont assez mal élevés. Et je dis sincèrement. Les blancs, pareil, faut pas croire. Hein. Alors peut-être qu'il y a peut-être moins de violence chez certains blancs, c'est possible, et encore, je sais pas. Mais je vois comment la nouvelle génération, par exemple moi quand j'étais môme, il se trouve que je suis polac, voilà, tout le monde le sait. Moi je sais qu'en Pologne, quand j'étais môme, je devais pas s'affiler droit, quoi. Et aujourd'hui les mômes ils tutoient les adultes. Ils tutoient les adultes, putain, je les vois, quelles que soient les ethnies, les blancs, tout ce que vous voulez, Dupont-Durand, Bensoussan, Lévy, je sais pas, Abdelkader, Camara, j'en sais rien. Vous les voyez à 10, 11 ans, 23 heures le soir. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Les parents ne disent jamais rien. Il y a ça aussi. Je pense que notre génération, qu'avant la quarantaine, nous avons failli dans l'éducation des enfants. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ces deux phénomènes qui sont passés, nous avons failli. Alors, on a failli parce que on n'a pas fait le boulot. On n'a pas fait le boulot que nos parents ont fait. Parce que nous, nos parents, quand on faisait une bêtise, ils nous remettaient sur le droit chemin. Et la société, en fait, je pense, républicaine, a fait en sorte d'expliquer aux gamins que, voilà, si tes parents ils te font ceci ou cela, ou qu'ils te parlent un peu comme ci ou comme ça, tu peux venir t'adresser à nous. Et en fait, ils ont ouvert une porte qui a permis à ces gamins de choisir la facilité. Et donc, voilà, c'est comme le policier qui va me voir, moi, attraper un gamin par l'oreille et le brusquer un petit peu. Bon, je sais que c'est un petit peu tabou, mais quand il va venir me voir, il va me dire « Qu'est-ce que vous faites ?» Je vais lui expliquer « Monsieur l'agent, je fais ça à mon petit frère parce que dans 2 ou 3 ans, si je ne le fais pas, bientôt, ça sera avec vous qu'il aura des problèmes. » Voilà. Donc, c'est à nous de faire le boulot. Les policiers, il faut les former. Et dans la formation, il faut les former à aimez-vous les uns les autres. Et faut leur faire comprendre qu'il n'y a pas le choix. Ces gamins, c'est le résultat de notre société aussi. C'est la chienlit à tous les étages. Donc forcément, à la sortie, ça engendre même nos professeurs. Quand je me rends devant l'école primaire ou le collège, quand je vois le comportement des enseignants, j'hallucine aussi. Parce qu'ils sont aussi le résultat de ça. Vous voulez que je vous raconte l'anecdote? Moi, je suis du quartier. Mes parents habitent le quartier ici, dans le 16e arrondissement. Donc, j'étais à l'école là-bas, à la Parc des Princes, en face du parc, et lycée La Fontaine, qui est à 200 mètres d'ici. Je suis revenu voir un peu 25 ans après, enfin 20 ans après, ce qu'était devenu le lycée et tout. Eh ben, moi je vois des profs. Moi j'ai connu, à ma génération, quand j'étais dans les années 90, j'avais des profs de 50, 55 ans. Vous voyez l'image d'Épinal, le gars en velours, veste velours, la pipe, le collier de barbe, voilà quoi. Aujourd'hui, les professeurs, ils ont 25 ans, ils ont des piercings partout, ils sont tatoués de partout. Enfin, ici dans le 6e arrondissement. Voilà, donc.
Euh, Ouais. et je le dis, je le répète, même si peut-être qu'ici dans le 5e arrondissement, il n'y a peut-être pas la violence de l'autochtone, pas de violence physique, mais il faut pas croire, hein, c'est pas mieux. Je veux dire, parce qu'ils sont aussi mal élevés. Parce que je passe des fois devant, quand je vais chez mes parents ou je vais à Radio Courtoisie, je passe devant les lycées, Ouais, Claude Bernard et La Fontaine, et on voit qu'on a affaire à des jeunes qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas polis, qui vont pas laisser leur place à une vieille dame. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Qui n'auront pas, qui ne disent pas bonjour. Ouais. C'est hallucinant, les gens ne disent pas bonjour, pas merci. Et c'est ici dans le 16e arrondissement, donc faut pas croire que c'est mieux. Ouais. Ça me rappelle Monsieur Fils avec son pantalon en velours. Il nous mettait des béquilles. Quand on déconnait, hein. C'était un grand gars. Il se baissait pour nous faire une béquille. Hein? Et alors qu'aujourd'hui, on a autre chose, quoi. Et c'est des gens qu'on respecte. C'est-à-dire que à chaque fois que je croise un professeur qui était sévère avec moi, j'ai toujours cette déférence envers lui, cette tendresse, un gros sourire. Je les rencontre, j'en rencontre plein. Des profs que j'ai eus au lycée, Monsieur Paoli, un bon Corse, il nous laissait pas faire ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, je le rencontre et je lui dis, Monsieur Paoli, on va faire comme Jeanne d'Arc, on va sauver la France, mais par le bas. Justement, et on va envoyer là le bobino et on va continuer cette discussion. C'est votre station de radio, c'est vous les patrons, et parce que vous en êtes les patrons, vous nous aidez à continuer, que vous avez des émissions libres comme celle de ce matin. Nous ne sommes pas affiliés à des grands groupes, à des milliardaires, nous n'avons pas d'annonceurs, parce que dans les grands médias de grand chemin, comme dirait l'ami Jean-Yves Le Gallou, eh bien, c'est les annonceurs et les milliardaires qui décident des lignes éditoriales. Ce n'est pas le cas ici, on est totalement libre, donc continuez à soutenir Radio Courtoisie. Et donc, je suis avec Djadje Savané, Ouais, c'est ça. Pardon, c'est ça. et candidat aux élections municipales de 2026. Dans quelle ville? Chalette-sur-Loing, 45-120. C'est dans le Loiret, voilà. Ouais, c'est une collé ville à du Montargis. Loiret. On va en parler, tiens, on va parler de ces municipales, mais avant ça, on va parler justement de cette autorité qui n'existe plus. Parce que voilà, on est rentré de plein pied. Moi, je pense aussi que le problème avec la République, mais la République fait partie de ça, c'est le capitalisme mondialisé qui fait que on a essentiellement affaire à un manque d'autorité, à du laxisme, aux idéologies d'Olto, on laisse faire les uns les autres, tout le monde est le centre de tout, chacun est essentiellement un individu, etc. Il faut sortir. Et c'est ce que j'aime aussi, voilà, du coup, pour revenir à Alain Soral, c'est que lui au moins parle de sortir de ça, et parce qu'il parle de sortir de ça, et parce que des centaines de milliers de gens l'écoutent, j'imagine qu'il est dangereux pour le système. Ouais, ce qu'on dit chez nous en Afrique, c'est que un arbre qui n'a pas de fruits, on lui jette pas de pierre. Et c'est pour ça que les mecs comme Alain Soral, comme Dieudonné, des gens comme Nathalie Yamb, Kémy Seba, professeur Franklin Yamsiwa au Cameroun, c'est des gens qui sont hyper importants, qui font un gros travail de réinformation, de culture, et puis d'alerte. C'est en suivant des gens comme ça, même si ça a pas l'air des fois où on se dit que des gens peuvent les traiter d'extrémistes, mais c'est des gens qui font tout pour éviter justement qu'on se batte dans un endroit, alors qu'on peut tous s'entendre et s'établir tous dans plein d'autres endroits. La Terre, elle est assez vaste et on n'a pas de raison de s'entretuer ici. Et voilà. Mais oui, mais il ne sont pas extrémistes, mais le problème c'est qu'on est dans un centrisme extrême pour le coup, et que de toute façon tout ce qui sort de ça est extrême. Tiens, question d'auditeur. Bonjour Mike, merci pour votre émission. Je ne connais pas votre invité, mais il met l'accent avant tout sur son amour pour le prochain pour éviter les guerres civiles. Mais pas celui de la France. Mais si, il met l'amour... il met l'amour de la France, évidemment. Ouais. Alors, moi, j'ai grandi donc à Chalette-sur-Loing. Je suis né à Montargis. Et jusqu'à 15-16 ans, j'ai grandi dans un petit quartier où, effectivement, il y avait
beaucoup de Noirs, d'Arabes, de Turcs. Et puis de tout, quelques Français de souche dans ma bande. J'ai une bande qui était bien, bien mixée. Et par contre, les Français de souche, je les ai vraiment rencontrés à 15-16 ans quand je me suis retrouvé à Pithiviers, donc une petite ville qui est à 45 km, plus petite que Montargis. Et j'étais à l'internat. Donc je rencontrais des gens de la Beauce, des gens voilà, de la campagne un peu aux alentours. Et c'était mon c'était mon contact prolongé un peu avec des Français de souche. Donc eux, ils rencontraient un grand noir musulman qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils me voyaient prier dans ma chambre. Ils avaient beaucoup de respect pour moi. Ils faisaient du silence ou ils m'arrangeaient. Ils faisaient en sorte que ça se passe bien pour moi. Et je m'arrangeais avec eux. Et j'ai découvert la France comme ça. Je l'ai aimée pendant plusieurs années. Je me suis fait plein d'amis que j'ai toujours aujourd'hui. Et j'aime la France. J'aime la France. On est des Français. Mon système, il est français. J'ai beau faire 2 mètres, aimer le Mali, le Sénégal, tout ça. Quand je rêve la nuit, ça parle en français. Je parle français. Demain, je me retrouve à Dubaï. Quand les gens ils me disent « T'es quoi ?» Je suis français. On est des Français, on est même des Gaulois. Qu'on le veuille ou non, c'est notre système. Pour que ça change, il faudrait que nos enfants soient dans un autre cadre, dans un autre pays, et là, ça pourrait changer. Mais tous les jeunes de banlieue qui pensent être autre chose que des Français, ils se voilent la face. Quand je vais au Mali, on me prend pour un Français. Pourquoi ils se voilent la face? Ils se voilent la face, ils veulent pas reconnaître, en fait. Je pense que voilà, tout ce qui est SOS racisme, des gauchistes, des gens un petit peu comme ça, ils n'ont pas fait en sorte qu'il y avait l'amour de la France, en fait. Ils ont fait en sorte que ça soit clivé, donc du coup que nous, on se retourne contre les Français de souche. Tiens, il a fait de l'esclavage, il nous a fait ci, il nous a fait ça, alors que le gars, il n'a rien fait du tout. On lui a volé son vélo. Donc, il faut être raisonnable et puis il faut reconnaître ce qui est. On est des Français. Et quand on va retourner au Mali ou au Sénégal, ça va être compliqué pour nous. C'est-à-dire que demain, j'investis, je crée quelque chose chez moi au Mali. Ça va être compliqué de vivre avec mes voisins parce que mon programme interne, il est français. Donc, du coup, je ne vais pas supporter ça. Je vais leur dire pourquoi tu jettes le papier par terre, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu ne fais pas plutôt comme ça. Et à chaque fois, ils me disent mais toi, tu es un blanc, tu fais quoi? Pourquoi tu dis ça? On n'a pas le même schéma. On est des Français. Ça veut dire que l'assimilation, c'est faite. Absolument. L'assimilation, elle est faite. On aime la France. On l'aime tellement, si vous saviez. Et même ceux qui disent qu'ils ne l'aiment pas, c'est... Vous savez, quand vous avez quelqu'un que vous aimez et qui vous dit qu'il ne vous aime pas, vous avez du mal, même si vous l'aimez. Les Français de branche comme nous, on aime tellement la France, mais si vous saviez, si on entendait en retour les Français de souche nous dire « nous aussi on vous aime, mais on veut juste pas que vous fassiez ça, ça et ça et ça », on réglerait le problème. Vous savez, cher Djadje Savané, parce qu'on me demande, voilà, je vous écoute, cher monsieur, vous êtes chrétien sans savoir, je prie pour vous désormais, dès que je saurai votre nom, voilà, donc Djadje Savané. Merci Mike pour ces invités surprenants et réconfortants, une fidèle auditrice, arrière-grand-mère de 6 petites filles, et 6 petits, pardon, et vieille militante de Jean-Marie Le Pen à l'époque héroïque. Et j'ai fait un reportage à Châtelet, où justement je voulais savoir auprès des jeunes de Châtelet. Alors Châtelet, bon, c'est profil, jeune noir, jeune maghrébin, voilà, en gros c'est ça, voilà, c'était ça le profil. Et je leur ai posé la question, voilà, on a eu une information, nous les journalistes, que la France va déclarer la guerre à la Russie. Et donc, on va mobiliser les jeunes pour aller combattre contre les Russes, voilà. Et ben, vous savez, ils m'ont dit, alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous mobiliser et tout? Ben, les gens m'ont pas dit non. Ils m'ont pas dit, ah non, non, je veux pas. Bon, ils étaient pas contents. Hein. Mais globalement, ils m'ont dit, ah bah s'il faut aller, j'irai faire la guerre. Et alors qu'on pourrait avoir une idée comme ça, en se disant, non, ils vont déserter. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Alors,
Moi, j'en croise beaucoup et c'est l'inverse parce que ceux que je croise en général, ils ont quelques connaissances un petit peu de la géopolitique et ils sentent le piège. Oui, bien sûr, mais, non, mais oui. Dans le sens que... D'une manière hypothétique. Non, c'est-à-dire que dans le sens que ils vont pas chercher à ne pas défendre le pays. Voilà, dans ce sens-là. Ouais. Bah, je pense qu'ils sont dans une maison et s'ils commencent à voir des gens arriver de l'extérieur et jeter des cailloux aux fenêtres, ils vont forcément se mettre en mode défense aussi. Alors, bonjour, vous pensez-vous pas que l'immigration massive de plusieurs centaines de milliers par an dans notre pays ne va pas être gérable sociétalement? Alors, je pense que ça va pas être gérable si on fait pas un effort tous. Et dans cet effort, la France va devoir faire un gros effort dans un moment où elle est le plus vulnérable. Elle est en train de perdre l'Afrique. Donc les mines d'or au Mali, l'uranium au Niger, la bauxite en Guinée, du gaz, du pétrole au Sénégal, au Gabon, voilà, du nickel en Nouvelle-Calédonie. Il va falloir faire un effort et ça va être dur pour tout le monde. Ça va être dur pour les Français aussi. Parce que si on veut que l'immigration ralentisse, je dirais pas s'arrête complètement, ça pourra jamais arriver. Il faut que la France, elle fasse un travail aussi d'abroger le franc CFA, de donner plus d'autonomie, de laisser les esclaves partir et de travailler différemment. Un peu comme le fait la Russie aujourd'hui. Ouais. Comment s'y prend la Russie aujourd'hui? La Russie, il y a juste à regarder son histoire. Il y a Macron qui dit qu'elle est impérialiste. Citez-moi un pays en dehors de l'espace géographique de la Russie qui a été conquis par la Russie. Aucun. Alors que la France, on a le deuxième le plus grand espace maritime. C'est parce qu'on a été partout. Les Anglais, ils ont été partout. Les Américains, ils ont des bases autour du monde. Alors que les Russes, ils étaient présents en 1884-85, ils étaient présents à la conférence donc à Berlin. Ils n'ont rien pris comme part de l'Afrique. Alors qu'ils auraient pu. À chaque fois que les pays africains ont pu se libérer, c'était avec l'aide des Russes. Donc, les gens ont une histoire et ils continuent cette histoire. Les Russes, ils sont pas en Afrique parce qu'ils aiment les Africains. Ils sont en Afrique pour se protéger contre l'OTAN. Voilà. Ils ont besoin que l'OTAN ait moins de ressources en minéraux pour pouvoir fabriquer des armes et leur tirer dessus. C'est tout à fait logique. Maintenant, c'est aux Africains de comprendre qu'ils ont une chance inouïe, historique, de se réveiller et voilà, d'imposer le gagnant-gagnant à tous leurs partenaires. C'est le moment. Et on a quelque chose à faire dedans. Par exemple, moi, en tant que Français d'origine malienne, ou des Sénégalais ou autres, on a notre travail à faire à aider l'Afrique à se libérer. Et ça sera un bien pour la France. Ça sera un bien pour la France. On fera un travail. Demain, si je suis maire de Chalette, je ferai le tour des... Ouais. Justement, parlez-nous de Chalette. Ouais. J'ai l'impression, parce qu'on a souvent une idée arrêtée de Paris, la banlieue parisienne, mais visiblement Chalette, Montargis, etc., ont ces mêmes problématiques. Absolument. Et sachant que Montargis, c'est à 1 heure de Paris, on a un train direct. Donc en 55 minutes, on peut être à Paris. On peut être à Paris plus rapidement que des Parisiens qui viennent de la Couronne. Donc on a une forte immigration africaine, sri-lankaise, etc., qui arrive depuis 15 ans. Et on voit le visage de la ville qui change. Ça crée beaucoup de stress, beaucoup de peur pour les gens. Ils ne sont pas habitués. Moi-même, il y a quelques années, quand j'étais à Montargis et que je croisais un noir, on se faisait un sourire. On se disait un bonjour. Aujourd'hui, quand on se croise, des fois, on marche de la gare au centre-ville, on est à Bangui. Donc, je comprends bien le français de souche, en voyant ce qu'il voit, en entendant ce qu'il entend. Voilà. Je comprends le stress qu'il a. Je me mets à sa place. Je comprends totalement ce qu'il ressent. Et d'ailleurs, quand je parle avec lui et que je lui dis que je ressens ça et que je l'aime, son cœur, il s'ouvre. Et il a beau être voté RN ou... quand on parle à un humain et qu'on lui dit qu'on l'aime et qu'on le comprend et on va chercher des solutions, il est comme tout le monde.
Il sort pas de chez lui en se disant ouais, je vais tuer quelqu'un ou je vais faire du mal à quelqu'un. Il se dit juste voilà, mon paysage il change, comment ça se fait que c'est comme ça, et puis pas pour le bien. Il voit les agressions, il voit les dégradations et tout ça, quoi. Pour lui, c'est un mal. Et pour ceux qui créent ce mal dans les émeutes ou des choses comme ça, ils se font du mal à eux-mêmes en faisant ce genre d'action. C'est en grande partie des enfants de chez nous, nos petits frères, ils sont musulmans et ce qu'ils font, c'est anti-musulman. Il n'y a aucune chose dans l'islam qui dit que tu dois aller agresser des gens ou tu dois mal parler à des gens, violenter, voler. Alors que quand j'explique à un Français de souche qui vote RN que dans l'islam c'est interdit de voler, il se pose la question, il me dit mais comment ça se fait que les voleurs en général que je croise là-bas, je dis oui, mais c'est juste que c'est des gens qui obéissent pas aux dogmes de leur foi. Oui, mais pourquoi ceux qui pourraient voler se déclarent d'une telle obédience religieuse et font le contraire de ce que justement la religion leur dit de faire? Malheureusement, c'est un défaut de culture. C'est de l'humain aussi, c'est de l'éducation. Comme ils ont personne pour leur mettre un gros coup sur la main, eh ben, ils continuent à tourner comme ça. Après, ils prennent de l'âge, et quand ils ont un certain âge, ils deviennent raisonnables. Ils passent de gauche jeune à de droite après. À droite après, ouais. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une question de... Moi, je veux dire une chose. La République, c'est le mal. Et dans le mal, il y a le capitalisme mondialisé. Ouais. Et il y a le consumérisme. Et d'où qu'on vienne, on en a mis dans la tête qu'il faut consommer, qu'on est un winner, on est un gagnant dans la société lorsque on possède telle voiture, tel vêtement, telle marque, tel ceci, tel cela. Ouais. Et en fait... Et en fait, ça nous pousse, en plus avec aucun interdit. Il n'y a plus d'interdit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux insulter un policier. Au pire du pire, le juge dira bon bah vous avez un rappel à la loi. Donc tout ça mis bout à bout, ça ne peut pas marcher. C'est vraiment malheureux quand on voit ça parce que je peux vous garantir que le petit jeune qui insulte le policier, quand il prend l'avion, il atterrit à Bamako et il voit un policier, il comprend tout de suite qu'il ne peut pas le faire ici. Il n'y a pas besoin de le former. Il arrive à l'aéroport, il se met dans un autre mode. Parce qu'en fait, il faut que la France, il faut qu'elle refasse des hommes, vraiment des hommes, et des gens qui ont des valeurs. Il faut qu'elle prenne exemple sur les policiers de Bamako, déjà. Absolument, Déjà. Et là, ça se passera beaucoup mieux, déjà. Ça se passera beaucoup mieux. On pourra être sévère avec les jeunes et leur dire en même temps qu'on les aime et qu'on fait ça pour leur bien. Bien sûr. Alors, pourquoi devenir maire? Alors, je suis en train de voir comment ça tourne donc à Montargis, Chalette-sur-Loing. C'est deux villes collées de toute façon. Donc, je me présente en tête de liste dans la ville de Chalette et je suis en alliance sur la liste aussi de Montargis. Et j'ai vraiment... On a eu... Lors des émeutes, suite à la mort de Naël, Montargis a été une des villes les plus impactées. Ah bon? On disait même que c'était Barkmout, on voyait carrément, parce qu'on a des façades d'immeubles qui sont écroulées suite aux incendies. Voilà. Et il y a un autre exemple sur Envoyé spécial. Il y a eu une altercation entre une secrétaire du procureur de la République de Montargis qui disait à une dame divine qui est noire, elle lui disait on est chez nous, retourne à la niche, des choses comme ça. Alors que divine, c'est une dame qui bosse, elle est infirmière, je crois, elle est aide-soignante. Donc il y a des chances qu'elle s'occupe de soigner la mère de cette dame. Et j'essaye de faire un travail pour faire rencontrer ces deux dames, pour qu'elles se disent des choses autrement, ou peut-être qu'il y a un pardon, ou quelque chose. J'essaie de créer ce truc-là. Donc, mon truc, ma liste, elle s'appelle Paix et Conciliation. Toute ressemblance avec quelque chose serait bien sûr fortuite. Donc, je veux que les gens se donnent la main, se tendent la main. Je pense que j'ai la caisse pour faire ce travail.
Je peux aller dans les quartiers, leur expliquer certaines choses. Et... C'est-à-dire que tout ça, aujourd'hui en France, peut passer par les collectivités, c'est-à-dire le maire, Ouais, plutôt que par l'État. ouais, ça commencera par le bas. Et on va essayer de créer quelque chose à Montargis. Et voilà, faire une expérience. Une expérience où on va faire se rencontrer un maximum de gens, même des gens qui ont des pensées antagonistes, des gens qui se détestent. Voilà, j'aime pas les femmes voilées. Je l'entends très souvent de plus en plus. Je pense qu'avec ce qui se passe dans les médias, c'est un peu logique. Et j'ai envie de faire rencontrer une femme voilée avec quelqu'un comme ça, les faire discuter pendant 1 heure, chacun raconte un petit peu sa vie, d'où il vient et tout ça, et qu'on filme un petit peu ça, qu'on montre aux gens que nous, on n'est pas venu ici pour voler le travail des Français. Moi, mon père, il est venu du Mali parce qu'il y avait des usines, Chinson chez nous, ou d'autres usines qui ont fait venir nos parents. L'islamisation de la France n'est pas le fait des musulmans. L'islamisation de la France, elle est faite par nos entreprises, nos multinationales, des gens qui n'ont aucun amour de la France. Mais ils avaient l'amour de mammon, de l'argent. Et c'est pour ça qu'ils ont fait venir nos parents ici. Pour travailler aussi pour peser sur le salaire des Français de souche. Quand tu as Christian et Claude qui se plaignent en disant « Ouais, 300 francs, ça ne me suffit pas, il me faut 400 francs », les mecs comme Bouygues, ils disaient « Tiens, on va appeler Mamadou et Mehmet et Mouloud. Eux, avec 300 francs, ils peuvent nourrir 10 personnes dans leur pays. » Et puis c'est comme ça qu'ils ont fait venir nos parents. Nous, on ne doit pas tomber dans le piège où on s'en veut pour des mauvaises raisons. Le Français de souche, c'est pas notre ennemi. On n'est pas son ennemi. La police, c'est pas notre ennemi. À partir du moment où on va se rencontrer et on va se parler, on va désamorcer pas mal de crises. Puis il y a une chose aussi avec le monde moderne, c'est que comme tout le monde est sur Internet, les réseaux sociaux, etc., c'est que, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais le point négatif de ces réseaux sociaux, d'Internet et tout, c'est que à cause du fait des algorithmes, eh bien, on a communautarisé les gens. C'est-à-dire que les gens ont certains intérêts, viennent de certains groupes sociaux, eh ben, on les met essentiellement entre eux. Et donc, ils pensent qu'ils sont une forme de majorité et par conséquent ne traversent pas le Rubicon, si je puis dire, et ne voient pas des gens qui peut-être ne leur ressemblent pas ou pensent différemment. Et donc, du coup, moi, ce que je remarque, c'est que dorénavant, on vit vraiment une société essentiellement fracturée, où personne ne veut faire le pas vers l'autre. Tu as raison, Mike, de mettre le doigt sur ça. On est comme dans un multivers et chacun est dans sa bulle. On est dans des bulles cognitives. Et le seul moyen de casser ces bulles, aujourd'hui, on n'a pas les moyens du mainstream. Donc, pour s'adresser à plusieurs personnes, je ne vois pas d'autre solution que... Bon, même les podcasts et ce qu'on fait, ça touche une infime partie des gens. Donc, à partir du moment où on arrive à prendre une municipalité et que dans cette municipalité, on explique aux gens que dans ma liste, il y a Madame Intel, ancienne du Front National, qui a évolué aujourd'hui, qui dit qu'elle ne veut pas de guerre civile, il faut qu'on trouve une autre solution, des gens de gauche, des anciens communistes, des gens d'LFI, des antiracistes, des gens raisonnables, de tous les côtés, des citoyens simples, des verts, des écolos, ce qu'on veut. À partir du moment où on aura une commune qui est gérée par plusieurs personnes différentes, qui ont l'amour de tous, on arrivera à s'en sortir. Je pense qu'il y a comme ça qu'on peut s'adresser à... Par exemple, Montargis, c'est 15 000 habitants, Chalette, 14 000 habitants. Il y a que ce moyen pour pouvoir toucher un maximum de personnes toutes différentes. Quand on fera apparaître certaines choses dans les quotidiens, les petits magazines hebdomadaires ou mensuels de la commune, quand on mettra paix et conciliation et qu'on montrera des témoignages de Français de souche qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, qui partaient sur des mauvais sentiments et à la fin qui se disent « Voilà, j'ai rencontré Mouloud, finalement ça se passe mieux avec lui, j'ai rencontré Annette, voilà, c'est quelqu'un de... Voilà, je pensais qu'elle était comme ça, mais finalement, on va s'en sortir. On va y arriver et on a les moyens d'y arriver. » Et croyez-moi, quand la France, je ne parle pas du peuple français, quand les élites françaises libéreront l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui se diront « Je préfère aller planter des mangues au Sénégal. » Nous, on aime le beau temps.
On aime quand il fait chaud. Ok, il fait chaud aussi en France maintenant, dorénavant. Oui, oui. Oh, dans 86, l'année 86, au mois d'août, on avait déjà des trucs comme ça. Bah oui. Il faut pas aussi en faire trop sur tout ce qui est sauvons la planète. Bien sûr. Voilà. Mais il faut dire aussi une chose aux gens. Moi, je pense que déjà, il faut, se connaître. Ouais. Il faut, en effet, mettre en avant cette paix. Bon, évidemment, il faut de l'autorité, etc. Parce que ce que vendent des identitaires ou certains hommes politiques avec la remigration de 10-15 millions de personnes, ça ne se fera pas. Sachez-le. C'est pas Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour ne rémigrera personne. Sachez-le. Hein, moi, j'ai rien contre lui. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je connais la politique. Hein, vous savez d'où je viens, chers amis qui m'écoutez. Et les politiques disent des choses pour des questions électorales. Mais ils ne font pas ces choses qu'ils disent. Absolument. Il faut se dire. Et c'est ce que j'explique à Chalette ou à Montargis. Ça fait 3 mois que je m'active sur le terrain pour parler à un maximum de gens. Et je leur explique bien. Le RN a de grandes chances de prendre la ville de Montargis. Ces gens-là ne viendront pas dans les quartiers pour désamorcer des crises. Ils feront profil bas. Ils feront en sorte que ça se passe bien dans la ville. Bon, ça ne sera pas des gens qui viendront pour qu'il y ait une guerre civile. À partir du moment où ils seront proches de la ruche, ils auront juste intérêt à ce que le miel coule, mais que les abeilles ne sortent pas en pagaille pour leur... voilà. Et donc, c'est pas des gens qui vont venir changer la société. Bah justement, comment ça se passe dans des villes, dans les municipalités Rassemblement National? En général, ça se passe bien. Ils arrivent souvent à se maintenir parce qu'ils font le travail. Ils font certaines choses que les gens ne comprennent pas. Dans certaines villes, j'ai pas envie de citer la ville, mais on a une ville où il n'y a jamais eu de mosquée. C'est-à-dire gauche-droite, le terrain, il n'était jamais accordé. Le RN est arrivé, ils ont accordé le terrain. Bon, après, ils expliquent que voilà, on va pas faire trop de pub, faites votre truc tranquillement. Et c'est une manière pour eux de rester. Et du coup, ils ont réussi à se maintenir. Bon, c'est pas la seule chose qui a fait qu'ils sont maintenus, mais ce sont des gens qui sont... Pour moi, depuis qu'ils ont viré le père, ils ont changé de stratégie. Et leur stratégie, c'est... On va pas... Justement, vous qui préférez le père à la fille, est-ce que vous pensez que d'avoir changé de stratégie, c'est une bonne chose? Je pense que c'est une mauvaise chose. Et je pense qu'ils se rapprochent du pouvoir sans comprendre que on leur mettra la responsabilité sur le dos. À partir du moment où ça craquera dans leurs mains et qu'il y aura la guerre civile, on dira, voilà... le RN est arrivé, il a pris le pouvoir et vous voyez les résultats et c'est ça qui les guette. Mais ils ont perdu beaucoup de valeurs. Quand on regarde Jean-Marie, il avait certaines valeurs. On peut être d'accord ou pas avec lui, mais sur tout ce qui est Gaza et tout, il s'est toujours bien tenu. Il était bien avec le régime irakien, avec plusieurs régimes arabes. Le Pen, le problème, c'était qu'en France. À l'étranger, les gens ils reconnaissaient que... Il y avait aussi une différence, et ça pour le coup, j'en veux beaucoup au Rassemblement National, c'est sur les questions de IVG, suicide assisté, où en gros, ils se sont mis dans les pas du système. Absolument, absolument. Et même mariage pour tous. Les valeurs, d'ailleurs notre député, il était donc Thomas Ménager, il était référent sur donc c'était le mouvement de Frigide Barjot, comment ça s'appelait Manif pour tous. La Manif pour tous. Il était référent dessus et quelques années après, il a fait son coming out. Bon, j'ai rien contre les gens qui font leur coming out, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, faut pas inculquer ça à nos gamins. Je pense que c'est pas une bonne solution pour sauver la France. Pour sauver la France, il faut faire des gamins. Et si les Français de souche font pas de gamins, nous en Afrique, croyez-moi, on en a des gamins. Et même ici, on en fait plein. Vous voulez pas être grand remplacé. Vous voulez pas faire d'enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Des robots? Non. Les Français, ils doivent se mettre à faire des enfants. Les élever, les aimer, et il s'en sortira comme ça. Ça, c'est pas faux. Et on en parle très peu. La démographie, la natalité,
Oui, on parle de grand remplacement et malheureusement, les trois quarts de ces élites qui parlent de grand remplacement sont homosexuels. Oui. Donc là, excusez-moi les gars. Ils font pas d'enfants. C'est pire, ils sont homosexuels. Ouais. Par exemple, hier, j'ai un tweetos, s'appelle Napoléon, il est connu. Il écrit: qu'est-ce que vous préférez, que votre fille se marie avec un maghrébin ou avec Isabelle? Putain, excusez-moi de ma vulgarité, mais les 90% ont dit on préfère qu'il se marie avec Isabelle. Là, je sais plus quoi penser de ce pays. Il y a des choses comme ça, c'est. À un moment donné, si à droite, il y a. Parce que moi, je n'aime pas ce mouvement identitaire, je vais te dire pourquoi, même si je sais qu'il y en a beaucoup à Radio Courtoisie, mais bon, c'est pas grave, moi je dis les choses. C'est que. Ils ont renié le Christ, ils ont renié le catholicisme. En réalité, ce sont des républicains qui veulent juste vivre entre blancs, même pas entre Dupont-Durand. À la rigueur, j'aurais pu comprendre si c'était Dupont-Durand, mais avec des blancs qui soient allemands, anglais, machin. Mais enfin bon, c'était mon coup de gueule du jour. Des mecs comme Conversano. Oui, que j'aime bien en plus. Mais c'est justement, moi je remarque ces choses chez les jeunes. Enfin bref, ça devient. Je trouve ces identitaires trop dans le système. En réalité, ce sont des capitalistes comme les autres, des républicains comme les autres, et des laïcs, etc. Et moi, je veux dire autre chose. Que le veuille ou non, toute religion est mieux. Que ce soit l'islam, le catholicisme, le judaïsme, même le protestantisme, qui est une religion d'hérétiques. Je préfère même le protestantisme à la laïcité. Mais bon. Effectivement, quand on perd ses valeurs, on perd tout. C'est-à-dire que. Mais c'est clair. Et moi, je leur dis, demain, je suis maire de Chalette, je mettrai un gros accent sur la construction de logements, de grands logements, pour que les gens soient favorisés s'ils font des enfants. Et je passe, à chaque fois, très souvent, je rencontre des Français de souche. Ils n'ont plus d'espoir. Et je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Vous avez combien d'enfants? Ah non, pas des enfants. Tu te rends pas compte du monde dans lequel on est. Mais tu fais pas d'enfants. Si tu fais pas d'enfants, ton pays va disparaître. Il va couler, ton pays. Et ils ont du mal à comprendre ça. Alors, ça touche tout le monde. Après, je comprends que quand les gens ont du confort, ils font moins de gosses, ils ont plus envie de profiter, eux, de voyager, de choses comme ça. Je comprends. Mais on peut pas descendre en dessous de faites au moins 3 gosses, quoi. Faites 3 enfants. C'est quand même beaucoup, hein. Mon père, il en avait 14, moi j'en ai 6. Bon, 3, c'est la moitié. Ouais, ça descend, t'imagines, de 14. Bon, il y a plusieurs équipes. On est du Mali, il faut pas déconner. Bonjour messieurs, pour illustrer votre émission, je vous envoie cette citation de Ibn Khaldoun. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Fin de citation dans l'attente de vous entendre. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et on arrive dans des temps qui vont être un petit peu compliqués. Je pense que les gens qui pensent qu'on va se battre contre les Russes, il y a juste à mettre notre président devant Poutine et on a tout compris. C'est clair. On va rester cool. Dites-moi, cher Djadje Savané, votre liste, elle est déjà constituée ou pas? Elle est en cours de constitution. C'est compliqué, hein, quand on vend de la paix et de la conciliation, en général, les gens me disent non. Donc j'ai essayé de travailler dans un premier temps avec la France Insoumise. Quand je leur expliquais mon projet, bon, ils ne comprenaient pas parce qu'ils me disaient non, on ne va pas parler avec des fachos, on ne peut pas parler avec des fachos. Je dis mais le facho, c'est celui qui ne veut pas parler avec l'autre. Alors je leur expliquais, tu veux sauver les Noirs et les Arabes, mais tu ne veux pas sauver le Français de souche que tu estimes avoir basculé vers là-bas. Non, charité bien ordonnée, tu dois essayer de le sauver lui aussi. Bon,
Dans tous les cas, ma liste, elle est en train de, on est en train de la monter. Et j'appelle tous les chalettois, chalettoises à venir nous rejoindre. Des gens intéressants. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont cachés derrière, qui attendent le bon moment pour sortir. Tous les sympathisants de Florian Philippot, par exemple, qui fait un gros boulot. Monsieur Asselineau aussi, qui fait un gros travail aussi. Des gens qui ont ce genre de sympathie. Et puis même des gens de gauche. Des gens de la France insoumise, mais pas la France insoumise du mariage pour tous. Plutôt Kuzmanovic Kuzmanovic, effectivement. que Caron, quoi, en gros. Ouais. On accepte tout le monde. D'ailleurs, à Montargis, j'ai une sympathie donc, pour les citoyens du Montargois qui font un gros travail de rencontrer chaque semaine, de faire rencontrer des gens avec des avis différents. C'est compliqué à mettre en œuvre, mais les fruits, vraiment, ça sera vraiment ça. Et qu'est-ce que, justement, les gens que vous rencontrez dans les marchés, auprès d'associations, ils sont ouverts? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent, justement, de votre projet? Alors, les gens sont très formatés. Les gens qui me connaissent, donc beaucoup de gens à Chalette-Montargis, parce que j'y ai grandi quand même, je suis visible, ils comprennent pas trop. Parce qu'ils disent ouais, mais toi, tu veux parler avec des mecs du RN, des gens qui pensent pas comme nous. Et bon, on te fait quand même confiance parce qu'on sait que tu nous as aidés. Tu nous as aidés à trouver un appartement, tu nous as aidés à faire ça, tu nous as aidés. Voilà. Ils me connaissent, ils connaissent mon cœur et ils me font confiance. Après, des gens de gauche, d'extrême gauche, pour exemple, le 9 juin, il y avait Marine qui s'est retrouvée avec Salvini, Orban, tout ça, donc à 10 km de Montargis. Donc c'était une grande messe. La gauche a organisé une contre-manifestation. Et je me suis retrouvé dans la manifestation de gauche, derrière le maire de Chalette et les élus, et les mecs se retournaient en me disant t'es un facho, t'as rien à faire dans notre manif, tu t'es trompé de manifestation, tu devrais être avec le RN là-bas et tout ça. Donc on me traitait moi de facho. Bon, t'avais des antifas qui étaient là, mais quand ils se retournaient, ils voient un gars de 2 mètres avec une grosse barbe, et donc ils comprennent pas, ils se disent mais il est où le facho pour le foot dehors? Bon, ils n'ont pas voulu essayer non plus de... Bon, dans tous les cas, voilà. La gauche me traite de facho. T'as fait alliance avec les fachos, t'es un facho. Et les gens qui votent de l'autre côté, j'essaye de leur expliquer que donnez-moi 6 ans et je prendrai en compte vos attentes de sécurité liées à l'immigration et tout ça. Je le ferai. Je le ferai parce que j'aime les gens des quartiers et je le ferai dans leur intérêt, dans le vôtre, dans l'intérêt de tous. Alors que si vous votez à gauche, ça n'a jamais rien changé, c'est pas demain. Le gars actuel, il est de gauche, ça? À Chalette, c'est des communistes, ouais. Ah ouais, donc c'est une baronnie un peu. Ouais, ça c'est sûr. Surtout que les communistes, ils ont basculé dans un monde rose à eux. Ouais, les communistes, c'est malheureux parce que comme je vous dis, hein, moi mon père, il vient de là. Oui, mais les communistes d'aujourd'hui, c'est pas, c'est plus Georges Marchais, c'est Yann Brossa. Effectivement. C'est ça qu'il faut pas oublier. Voilà, effectivement. Et c'est les plus fermés, c'est ceux qui ont le cœur le plus fermé. Ils sont pas capables d'aller parler avec un autre Français de souche qui est blanc comme eux, mais ils prétendent aller sauver Djadje ou Mamadou ou Mehmet. Ce qui montre leur hypocrisie. C'est vraiment une hypocrisie. Oui, mais est-ce que les gens sont satisfaits justement de cette municipalité communiste? Alors, moi, les gens, ils se plaignent beaucoup. Il y a des côtés positifs et d'autres qui le sont beaucoup moins bien. Ce qui est gênant, c'est qu'ils ne semblent pas du tout concernés par la guerre civile qui va arriver. Ils n'ont pas compris qu'il fallait vraiment axer le travail sur la réconciliation des citoyens. Alors, on a un joli lac, le lac de Chalette, qui est un très beau lac. Hein, je fais un petit peu de pub. Voilà, c'est bon. Par contre, mais est-ce que la guerre civile... des rues et tout ça. Ouais. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Mais d'ailleurs, j'ai un auditeur qui m'a parlé des prédictions. Ouais. J'avais fait une grande émission sur les prédictions qui annonçaient une guerre civile. Et moi, à titre personnel, je suis pas certain que... Ah oui, voilà. De Marie-Julie Jaini, qui parlait, voilà, qui annonce une guerre civile de 45 jours, etc. Que ça sera mené principalement par un parti révolutionnaire, c'est partisan d'une... Voilà. Bon, enfin bref. On parle de ça, mais moi, je pense que si
s'il y a guerre civile, elle ne sera pas ethnique, religieuse, etc. Peut-être qu'à la fin, on en parlera, mais elle le sera parce que économiquement, et ça, faut pas mettre de côté ce volet-là. Quand vous n'avez plus d'argent, et c'est l'estomac qui réfléchit et c'est pas la tête. Et là, les gilets jaunes qui repartent. Voilà, c'est plutôt quelque chose dans ce genre-là. Hein. Ah, c'était vraiment un gâchis. C'était vraiment un gâchis. Les gilets jaunes, on s'est fait avoir, ils nous ont eu. Ça c'est sûr. Ils nous ont vraiment eu. C'était un moment vraiment pour essayer de créer la concorde. Alors les gens ont dit oui, mais les gars de quartier sont pas descendus et tout ça. Oui, il y a un travail à faire. Mais comment on l'explique ça, tiens? Ils se sont pas sentis concernés dans le sens où ils se sont dit bon. Mais comment faire pour que voilà, on a allez 200 ou 300 000 personnes qui sont à la tête de ce pays. En tant qu'élu, en tant que, je sais pas moi, économie, financier, artiste, etc. Et on a 67 millions de Français. Bon. Comment se fait-il que ces 67 millions de Français ne se disent pas tous... Enfin, allez, pas 67 millions, on va dire 30 ou 40 millions, on va dire. On a un intérêt commun, c'est que ces 200 ou 300 000 qui nous dirigent et qui nous emmènent, comme le Titanic vers la noyade, qu'on ne les fasse pas sortir de leur position d'élite dirigeante. Il faut qu'on fasse un... Je pense que de bouger des masses, c'est très compliqué. Notre travail, c'est peu de gens parmi nous, mais c'est un gars comme toi et un gars comme moi. Dans un endroit, en train d'expliquer aux gens des choses et faire rencontrer les gens. Voilà, leur dire que voilà... Puis les faire aimer la France, pour certains, et les autres, les faire découvrir les autres cultures et le pourquoi ils sont là. C'est une éducation qui commence par le bas, ça commence par le poste de maire. À partir du moment où on a une commune, on fait un travail sur les policiers, on leur demande de faire un sacrifice pendant une période, d'essayer de se comporter d'une certaine manière, de prendre sur eux et les emmener dans les quartiers, les faire rencontrer des jeunes. Voilà. Et ça... Oui, mais comment les concerner? Comment faire que ces jeunes, on arrive à les concerner? C'est-à-dire que si on arrivait à ce que ces jeunes, garçons, filles, puissent, avec ceux qui se sentent gilets jaunes, c'est-à-dire, on va dire le prolétariat français blanc, on va dire, puissent, comme, par exemple, il y a eu aussi une occasion manquée, c'était celui de la manif pour tous, que, voilà... les blancs cathos avec, je sais pas moi, les noirs ou les maghrébins musulmans puissent se mettre ensemble et se dire voilà, nous ne voulons pas du mariage pour tous, comme nous ne voulons pas être esclaves du système. Comment faire pour... Il faut absolument prendre des villes. Il faut prendre des villes. Pour moi, c'est le premier échelon. À partir du moment où on a une mairie et qu'on fait un travail, puis faut essayer de trouver des gens qui ont la paix et la conciliation dans le cœur. Je vais te donner vite fait une anecdote. On était dans les années 92, 15, par là. Il y a un concert de rap qui est organisé dans une grande salle à Chalette-sur-Loing, un grand gymnase, donc du rap. Moi, à l'époque, je suis rappeur et tout, donc j'y vais. Et là, on se retrouve dans une salle avec, dans le quartier de Kennedy, une salle remplie de noirs et de beurs et de turcs, mes potes. Et on se retrouve et on voit sur scène un groupe de cathos qui venait chanter, qui rappaient. Ils rappaient des louanges à Jésus. Et là, l'ambiance, elle est tendue, personne ne bouge. Tout le monde comprend qu'il va se passer quelque chose. Déjà, on se dit, c'est qui ces gars, déjà, d'où ils sortent? Ils viennent faire du rap chez nous et puis ils sont en train de parler de Jésus. Je suis monté sur scène. J'ai expliqué aux gens que Jésus, c'était un grand prophète pour les musulmans. Un très grand prophète, très respecté dans l'islam. Et ensuite, l'ambiance s'est détendue. Et le jour aux Gilets jaunes, j'étais sur le Zébra. Chez nous, c'était le Zébra où il y avait une grosse concentration de Gilets jaunes.
J'ai rencontré le gars et il m'a dit, tu te rappelles, à telle époque, on avait rappé et tu étais monté sur scène. Et on était émus tous les deux. J'avais déjà commencé à faire de la paix et de la conciliation. C'est ça qu'il faut faire. Et je cherche tous les gens qui sont épris de paix à venir me rejoindre, que vous soyez sur Montargis, Chalette, même d'Orléans, des gens proches d'Asselineau, des gens qui peuvent nous apporter, nous aider dans l'organisation, dans le conseil. Voilà. On a besoin de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, cher Djadje Savané, pour ce message d'espoir. Évidemment, ici, le studio de Radio Courtoisie vous est ouvert. N'hésitez pas du coup à revenir. Merci beaucoup d'avoir été toujours aussi nombreux et d'avoir écrit tous ces commentaires. Je suis désolé, j'ai pas pu tous les lire. Excusez-moi, tellement de commentaires arrivaient. Donc je vous salue tous. On se retrouve la semaine prochaine avec Naomi Wolf, journaliste. Elle vient tout droit des États-Unis. Elle a écrit sur les Pfizer Pepper. Pfizer Pepper, c'est une exclue ici, Libre Journal des Controverses. Merci encore, cher Djadje Savané, et bonne chance pour vos prochaines municipales. Votez pour moi. Voilà. Allez, salut. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.